Nous voici dans les locaux de l'association du train modulaire en zéro, une structure créée par un groupe de modélistes qui ont fini par se lier d'amitié à force de fréquenter les mêmes détaillants de matériel pour le modélisme ferroviaire. Une vision commune de leur passion et le projet de créer un grand réseau à l'échelle zéro était né. Nous arrivons dans les locaux de l'Atmo, en Suisse, dans les environs de Genève, alors que ce projet de construction est arrivé à peu près à mi-parcours. Sans pour autant fixer une date précise pour parvenir à un résultat tangible, les membres de l'association se sont donné une quinzaine d'années pour parvenir à un réseau relativement abouti. Et cela fait déjà 7 ans qu'ils se sont mis au travail. La première année a été entièrement consacrée aux grosses œuvres. Le local était en effet à remettre en état. C'était une salle de bowling auparavant. Les 6 années qui ont suivi ont permis la construction de l'infrastructure du réseau. Celle-ci est aujourd'hui quasiment terminée et les trains peuvent d'ores et déjà circuler sur les quelques 700 mètres de voies posées tout autour de la pièce principale. Ce qui reste à faire dans les années à venir, c'est le décor. Seule une toute petite partie de celui-ci a déjà été réalisée dans un coin du réseau, celui où se trouve la gare principale. Mais l'occasion était trop belle de pouvoir vous montrer un réseau en cours de construction et de pouvoir accéder avec une caméra dans des coins et des recoins qui, tôt ou tard, ne seront plus accessibles. La pièce est de bonne dimension, environ 20 mètres de long par 6,50 mètres de large, ce qui représente une surface de 130 mètres carrés. Construire un réseau, c'est aussi faire un certain nombre de choix. Celui de l'échelle s'est assez vite imposé. Certains des membres fondateurs de l'association avaient déjà longuement pratiqué le HO et envie de passer à quelque chose de plus gros. Autre choix crucial, la technologie à retenir pour les circulations. Analogique ou digitale. Pour Pascal, le président de l'association, la question ne s'est pas posée très longtemps. Dès le début, on a toujours prévu digital. Parce que bon, faut vivre avec son temps, quoi. Et puis maintenant, tous les trains fonctionnent quasiment comme ça. Et puis c'est aussi un choix parce qu'on aime bien un petit peu ce qui est technique. Et puis c'était aussi un défi de faire du digital sur un grand réseau. Parce que sur des réseaux pas trop grands, ça fonctionne très bien. Et on sait que sur les grands réseaux, c'est un petit peu plus compliqué, quoi. Alors normalement, on devrait pouvoir faire tourner une douzaine de trains par rapport à nos blocs. Maintenant, en termes de sécurité, donc automatique, c'est uniquement les sécurités de bloc. Après, la gare principale, elle est entièrement gérée à vue. Puisque là, de nouveau, c'est pour trouver notre attrait de jouer au train, d'essayer de faire comme les grands, quoi. Et donc, pas que ce soit informatisé. Et puis, c'est pour ça qu'on a pris la décision d'avoir que des blocs qui font la sécurité.
On voulait justement garder ce côté qu'on conduit un train. Ce n'est pas un ordinateur qui fait les itinéraires et puis qui fait tourner des trains. Donc ça, c'était quelque chose d'assez important pour nous. C'était d'exploiter le digital, mais sans exploitation d'itinéraire par un ordinateur. Une fois engagé sur le réseau, un convoi part pour un parcours relativement long et le spectateur qui le verra quitter la gare n'est pas prêt de le revoir de sitôt de retour. Alors normalement, un train qui simule de rouler à 80 km/h, il va mettre 17 minutes pour faire revenir à sa position de départ. Il change pas mal de niveau, donc en fait, parce qu'à part notre gare principale qui est donc à niveau, qui est à plat, le reste, on est tout le temps dans des pentes. Bon, des pentes modérées, puisqu'on voulait justement qu'on puisse rouler avec des convois quand même assez importants. Et donc en fait, effectivement, d'un côté, on a le côté nord, donc où il part dans les montagnes, pour ressortir sur une grande voie donc, principale, qui est notre voie de parade, et après être plus dans une configuration, on va dire, pleine, mais pas tout en bas, quoi, au milieu. En plus de la pleine voie, divers embranchements sont prévus, notamment pour permettre aux trains d'aller stationner dans des gares cachées intégrées en divers points du réseau, afin de pouvoir ranger un maximum de rames, mais aussi de permettre le renouvellement des circulations sur la partie visible du réseau. Oui, alors on a une gare cachée qui est là pour ça, donc où on a 10 trains qui sont stationnés, donc qui peuvent circuler en alternance. Et puis on aura 2 gares cachées qui sont des gares cul-de-sac, donc sont juste pour du dépôt de train. C'est un choix plus stratégique dans le sens que pour implanter ces gares, donc pour stocker des trains, on n'avait pas tellement le choix parce que évidemment ça prend vite de la place. Et puis donc on était obligé d'avoir 2 gares de stockage qui étaient en gare cul-de-sac, qui ne pouvaient pas être intégrées directement dans le parcours du réseau, quoi. Je vous parlais de choix à faire lorsque l'on se lance dans la création d'un réseau. Parmi ceux-ci, il y a celui du lieu que l'on souhaite reproduire ou évoquer, et celui de l'époque. Quand on a créé le réseau, on s'était donné comme objectif de ne pas reproduire un lieu précis, parce qu'on voulait garder justement l'avantage de faire ce qui nous faisait plaisir. Mais on s'était fixé une époque, et cette époque c'est les années 70, parce que dans les années 70 au CFF il y a eu beaucoup de changements, les anciennes machines ont été retirées du service, remplacées par les nouvelles, et puis donc on a cette variation des 2 types de machines qu'on peut exploiter, donc tout en respectant ces années 70. Et puis aussi parce que c'est un petit peu à tous nos années de la jeunesse, et puis voilà, ça faisait un petit souvenir. Pas de lieu particulier qui serait reproduit ou qui aurait inspiré les décors de ce réseau, mais le choix d'une ambiance mi-plaine, mi-montagne. Nous voici justement dans l'un des endroits du circuit qui ne sera prochainement plus aussi facilement accessible. Nous nous trouvons en plein cœur de l'hélicoïde qui permet au train d'entrer à un certain niveau du réseau pour ressortir plus haut ou plus bas en un autre point de la maquette. Quelques minutes plus tard, cette structure sera entièrement masquée par le décor de la partie montagne du réseau. Donc le réseau est divisé en fait en 2 parties. On a une partie pleine de l'autre côté où la majorité du circuit est visible. Et ici on est côté montagne où en fait ça ne sera pas visible depuis l'autre partie et ça permet de passer d'un niveau à l'autre et de rejoindre les différentes parties du réseau. Donc le principe c'est qu'on a un circuit sur lequel tous les trains circulent les uns derrière les autres, qui fait entre 10 minutes et un quart d'heure suivant
la vitesse des rames. Et ensuite d'autres parties, gares ou dépôts qui sont encore réalisés, qui sont raccordés à ce réseau. On a sur le bas, on aura une partie de zérométrique qui sera visible contre la montagne d'une part et vers la gare principale d'autre part. L'Atmo, c'est un noyau de 5 personnes qui sont totalement impliquées dans ce projet de construction et qui y travaillent régulièrement, plus quelques membres sympathisants. Alors nous avons commencé à faire le groupe en fin 2007 et on a eu le local en début 2008. On est parti de rien, on a d'abord passé une année à rénover tout le local et puis ensuite on a démarré tranquillement avec la base du réseau et ensuite les voies les unes après les autres. L'infrastructure principale est terminée, on circule sur l'ensemble du réseau, il y aura encore juste un dépôt et une gare de marchandises qui sont en contrebas mais on va encore avoir la place disponible pour travailler, qui seront faits vers la fin. Maintenant on entre dans la phase décor et on part depuis les murs en venant progressivement vers le centre du réseau. Des travaux qui s'achèveront d'ici 7 à 10 ans, selon la vitesse à laquelle le projet avancera. Voilà qui nous laisse quelques saisons d'aiguillage devant nous avant l'inauguration. Mais j'espère bien que d'ici là, je pourrai vous présenter un autre reportage lorsque le décor aura bien avancé. Merci aux membres de l'Atmo et à Jean-Pierre Cérez pour la réalisation de ce reportage. La semaine prochaine dans Aiguillage, nous nous promènerons entre la Haute-Loire et l'Ardèche à bord du Velay Express, un train à vapeur circulant sur une ligne à voie métrique. Aiguillage, ce sont chaque semaine 2 nouveaux reportages, les clips du lundi et les images des aiguillonnautes alternent en début de semaine. Et le vendredi, je vous propose un reportage dédié à un sujet lié au modélisme ferroviaire en début de mois et au patrimoine ou au tourisme ferroviaire le dernier vendredi. Pour être sûr de ne rater aucun de ces nouveaux rendez-vous, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aiguillage et à sa newsletter que vous trouverez sur le site www.aiguillage.eu. Et pour m'aider à continuer à vous offrir chaque semaine de nouveaux reportages tournés aux 4 coins de l'Europe francophone, devenez un aiguillonnaute VIP. Pour un montant laissé à votre libre appréciation, vous accéderez à une version sans publicité des reportages d'Aiguillage et à la possibilité de les télécharger en haute définition.